Hello there. Oh merde. King! Yeehaw! Bonjour, bonsoir à tous! C'est Adrien du French Grenier. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. Ça fait vraiment très plaisir. Meine Damen und Herren, dans la série, les Autrichiens sont vraiment pas des manches. Ouais, enfin, sauf en peinture, hein. En peinture. Tu penses à quelqu'un en particulier? Eh oui, tu sais, le petit avec une moustache rigolote. Non, je vois pas, non. Mais si, il a une coupe de cheveux toute chelou. Ses tableaux, c'était n'importe quoi, personne s'y intéressait, il a fini complètement fou. Adolf Hitler. Ribars, Rudolf Ribars. Ah, c'était pas terrible, hein, quand même. Dans la série, les Autrichiens sont vraiment pas des manches, on avait déjà vu l'injustement boudé Rastgasser, très en avance sur son temps, très bon revolver, très sympa, on va retirer aujourd'hui d'ailleurs, juste pour faire plaisir. Bref, on a déjà vu celui-là, il est temps de voir le petit frère. Le petit frère méconnu, lui aussi il a deux noms, le Rotsteier. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Hoch als Herrscher, hoch als Kaiser, steht in des Ruhmes Glanz. Liebe Wien mit Lorbeer. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà parlé des travaux de Roth et Krinka sur les canons rotatifs dans l'épisode sur le Mauser 1914, ceux qui avaient inspiré le PX4 Storm. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai appris très récemment qu'en allemand, TH ça se prononce pas S, ça se prononce TU. Parce que pourquoi pas. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de logique, c'est juste que bon, moi je savais pas en l'occurrence. Donc Roth, et non pas Roth, comme je disais avant. Et ben figurez-vous que ce sont les deux mêmes qui ont designé ce truc-là. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Accrochez-vous, ça va passer. À l'origine de tout ça, un Tchèque. Vasa Teodorovitch. Oui, je vous rappelle juste comme ça que jusqu'en 1918, la Tchécoslovaquie fait partie de l'Empire autrichien. Hein. Dans les années 90, 1890, le bon Teodorovitch travaille chez le munitionnaire Georg Roth. Et il pond quelques prototypes de pistolets semi-automatiques, au mieux un peu bizarroïdes, au pire complètement siphonnés du cerveau. Malgré ça, son patron, Roth, décide de sortir ses pistolets et d'en faire quelques-uns pour le marché civil. Ce seront les modèles 1895, 97 et 98 en 8-19 Roth. Sur cette base, un peu plus tard, arrive un autre Tchèque, le génial Karel Krinka. Pour l'anecdote, fils du non moins génial Sylvestre Krinka, inventeur du fusil du même nom. Krinka, son grand truc, c'est la rotation. Et il décide de prendre les prototypes et modèles déjà existants, les 95, 97, 98, et de leur coller un canon qui puisse tourner sur des embases internes et ainsi provoquer un retardement contrôlé de l'ouverture de la culasse. Ces nouveaux prototypes de Krinka se retrouvent eux aussi sur le marché civil par l'intermédiaire de Georg Roth, toujours. Et avec le soutien de Sauer et de Feg, également dans les mains de quelques unités de police. Il essaie aussi de les faire passer en service officiel au Royaume-Uni, mais non. Tout ça échoue. Tout ça échoue jusqu'en 1904, moment où l'armée autrichienne, le gouvernement impérial, s'y intéresse. En 1906, ils sortent un prototype encore un peu amélioré parce que désormais hammerless, c'est-à-dire sans chien externe, et fin 1906, boum, patatras, adoption par l'armée autrichienne. Exceptionnellement, adopté en 1906, mais quand même dénommé modèle 1907. Comme Georg Roth avait pas les moyens de fabriquer des 1907 pour toute l'armée impériale au complet, eh bien, il a fallu qu'il trouve un peu de soutien. Et ce soutien, c'est EWG. EWG, donc O-E-W-G, mais on dit EWG en allemand, jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qu'on appelle vulgairement Steyr. Et à l'époque, avec ses 15 000 employés, c'est une des plus grosses manufactures d'Europe, capable de sortir jusqu'à 4 000 armes par jour. D'ailleurs, anecdote marrante, EWG a été fondé par Herr Wendel, père de l'inventeur du fusil du même nom. On en parlera un de ces jours.
J'en ai un. Ils seront pas les seuls, puisque FEG, donc FEG, Fegari, Feggiver, je sais plus, pardon, donc FEG à Budapest, fabriquera à peu près 40% des 07 existants. Allez, tirons un petit peu, on va déjà commencer au Rastgasser, et ensuite vous allez voir le Rotsteyr 1907. C'est une des armes les plus fantastiques que je connaisse à tirer. Elle m'apporte autant de plaisir, et même plus que le Rastgasser, et c'est pas peu dire. Allez, on va déjà se faire quelques petits coups au Rast. On en fait juste 5, hein, parce que bon, quand même, c'est pas lui que ça concerne, mais... C'est génial, j'adore. C'est génial. Ah, ça, c'est vraiment excellent. Ah, putain, c'est vrai qu'elle est sur... elle est sur... Ressort, cette baguette. Quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oui, j'avais oublié. Oh, c'est sur baguette, c'est sur ressort. Oui, c'est sur baguette, oui, aussi. C'est sur baguette. Oh, une baguette sur baguette. Bon, bref. Bon, maintenant, le Rotsteyr. Le Rotsteyr, c'est très, très bien. Vous verrez, après je vous expliquerai plein de choses sur le pourquoi du comment de je fais ces choses-là. Alors, faut juste que je me débrouille pour pas me faire piner le doigt par la culasse. D'autant que comme il fait froid, ce serait extrêmement désagréable. Et je quitterai immédiatement le tournage, mes fonctions, l'envie de vivre et compagnie. C'est vrai que ce serait plus pratique si j'avais la lame chargeur, mais je vous expliquerai après le coup de la lame chargeur. Allons-y. Oh, ça m'a surpris, la queue de détente est très très bizarre sur ce truc, j'avais oublié. Ah voilà, enfin. Ok, alors... alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais putain, là, la douille s'est fait manger littéralement par la culasse. Non, pour le reste, c'est bon, mais... Waouh. Je me suis fait avoir... Alors, je vous expliquerai après la queue de détente, mais en gros, donc, arme vide... Hop. La queue de détente est en deux stages, en deux parties, en deux étapes, quoi, si vous voulez. Vous avez un dur extrêmement dur. Voilà, là il vient de se passer le truc qui est pas censé se passer, c'est-à-dire théoriquement elle est censée... Attendez, je vais le refaire. Elle est censée normalement accrocher à un moment. Voilà, là. Là. Vous voyez, d'un coup j'ai eu un... Et là je suis sur le dur, le vrai. Ça reste dur, mais c'est mieux que la totale en une fois, parce que... Ah bah voilà, là il accroche, je sais pas pourquoi, de temps en temps, ça accroche pas et ça tire tout de suite. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme score? Ouais, pourrait être mieux. Pourrait être pire, mais pourrait être mieux. On en refait ou est-ce qu'on est gourmand comme ça? Ouais, nous sommes gourmands, nous sommes gourmands. Pardon, vous avez vu l'intérieur de mon gosier, on se demande pourquoi. Allez, c'est reparti pour Re5, en espérant que la queue de détente me fasse pas de trop grosses blagues. Faut admettre, quand tu veux vraiment faire un tir précis parce que t'es un peu, t'es un peu limité par les installations, t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu fais. Hop. Oui, ça c'est le Dragon, je vous en parlerai tout à l'heure. Let's go. T'as le ressort récupérateur, il est vénère, lui il veut faire son taf, lui. Attention. It's me, Mario. Ah, en fait, ça ressemble un peu à une double action, ce qui fait que si tu arrêtes de te foutre dans la tête qu'il faut absolument aller jusqu'au dur et tricher et être sur le fil de la tête de gâchette, et qu'à la place, bah, tu bourrines comme un débile, assez curieusement, ça va mieux. Tentons peut-être un peu de rapide. Ah, oui, mais ça, c'est si l'arme me laisse faire. Ça va en fait. Hein.
Bon, il est fait avec plein de neurones, mais en fait, c'est une usine à gaz, ce flingue, je vous montrerai après. Pendant qu'on en est à dire des méchancetés, justement, reprenons depuis le début. Reprenons depuis le début. Rothsteyr, 1907. Rothsteyr, c'est-à-dire les deux qui n'ont rien à voir dans l'histoire, quoi. Georg Roth n'a rien inventé, il a financé et accompagné les recherches de vrais designers. Theodorovitch et Krinka. Steyr n'existe pas à ce moment-là. Steyr, c'est plutôt EVG et ils ont rien inventé non plus. Ils ont modifié de façon très très mineure cette arme, histoire de faciliter la fabrication. Mais c'est tout. C'est juste pour le rendre plus simple à faire. On va être clair, Rothsteyr modèle 1907, c'est officiellement la pire dénomination de collectionneur de tous les temps. Parce que oui, le pire, c'est même pas que ce soit pas son vrai nom, c'est que le vrai nom, il existe. Roth-Krinka M7, qui d'ailleurs lui aussi est partiellement fautif. Fait chier quoi, c'est comme si on avait appelé la poubelle préfecture de la Seine. Bon, ce machin dans le concret, 1 kg ou peu s'en faut, 23 cm de long, 13 cm de canon, c'est un 10 coups à magasin intégré. Il est en 8,19 Rothsteyr, qui de nos jours est une munition abominablement chère et en plus un peu difficile à trouver de temps en temps, faut quand même dire. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui je vais en tirer peu, j'en suis désolé, mais j'ai qu'une boîte. J'ai qu'une boîte et je pense que, vu que ça vaut 125 € les 50, je vais pas en racheter d'ici quelques temps quand même. Faut pas gâcher. Pour ce qui est du fonctionnement, on l'a déjà dit, Krinka c'était un adorateur de la rotation, et en l'occurrence son canon roue en 2 points. Car oui, vous saurez, le verbe associé à rotatif, c'est rouer. Et pas rotater comme je lis un peu trop souvent déjà. Demandez à Montaigne si je mens. D'abord, non pas dans le boîtier, mais dans l'ensemble culasse, environ 5 cm avant la tranche arrière. C'est là que le tenon est le plus épais, et ensuite, dans la bague insert terminale. Vous voyez, quand je le démonte, vous avez les premiers tenons ici, le premier couple de tenons ici, et le second couple de tenons ici. Pourquoi en 2 points? J'en ai pas une idée très précise, mais comme l'orientation est inversée d'un groupe de tenons à l'autre, j'aurais tendance à dire que c'est soit pour ajouter un désavantage mécanique, soit et ou pour renforcer la fluidité. Mais très honnêtement, j'en sais pas grand-chose. Ce canon-là fait un vrai 90 degrés, hein. On parle pas d'un PX4 à la con et de ces quelques degrés et demi, là. Non, là, ça tourne pour de vrai, hein, le bousin. Si je remonte l'ensemble culasse sans son ressort et que je laisse ouvert, je vais pouvoir vous montrer un truc marrant. Vous voyez le machin qui bouge là? Ça c'est la gâchette. Cette partie-là, le plat du biseau, le plat avant, va venir buter contre la tête de gâchette, et donc ça va le préarmer. Et ensuite, en appuyant sur la queue de détente, je vais faire encore reculer un petit peu la tête de gâchette, tête de gâchette, tête de gâchette, tête de gâchette. Et à un moment, vous voyez, ici, ça va bloquer. C'est la fameuse deuxième étape de cette queue de détente. Là, en gros, on est pointe de biseau contre pointe de biseau. Et en appuyant encore un peu, paf, ça y est, le percuteur est relâché. La tête de gâchette a passé l'ensemble, elle est redescendue plus loin que ce qui lui permet d'attraper le percuteur. C'est donc un striker. Ceci, messieurs, dames, est un Glock, sauf que Glock n'a rien inventé en fait. Hein. Je vous l'avais déjà dit pour le Drez, mais c'est aussi valable pour celui-ci. Le magasin est contenu dans la poignée, ça c'est plutôt classique. Ce qui est moins classique en revanche, c'est l'ensemble culasse. D'habitude, sur ce genre de choses, c'est plutôt cet ensemble-là qui est présent, avec le percuteur à l'intérieur. Là, le bloc culasse est doté d'une immense extension à l'avant, qui contient non seulement la saignée qui permet au canon de rouer, mais aussi qui capture le ressort récupérateur, théoriquement, vous voyez, il est là comme ça, et qui porte aussi la fenêtre d'éjection. Impressionnant. Ça en fait vraiment un gros ensemble bien monolithique, comme à peu près tout le flingue d'ailleurs. Bon, et puis pour le remontage, c'est très exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Alors non, grave oubli de ma part, grave oubli de ma part. J'ai oublié de mettre un coup de chiffon, parce que j'ai mis mes doigts absolument partout en dessous. Et c'est pas bien de laisser ses doigts sous les parties qu'on peut pas atteindre, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est quand même diablement bien ajusté. Alors, on voit des petits jours, des petits machins. Bon, effectivement, il y a des toutes petites tolérances, un tout petit peu bizarroïdes. Enfin, pour une arme finie à la main, et surtout de cette époque, c'est vraiment pas un drame. Hein. Et je sens que quand je remets la plaque en place, ça me résiste. Ce qui est la définition même d'un ajustage très correct, n'est-ce pas? Alors, je peux remettre ma plaquette en place. Ensuite,
je passe un coup de chiffon là-dessus. Tac, je remets mon ressort récupérateur. Je remets mon bloc culasse. Hop, parfait. Alors, là, le but, ça va être de le recomprimer et d'aller attraper avec le bouchon de culasse un bout de filetage, histoire de pouvoir le retirer en arrière. C'est pas forcément super évident, ce qui fait que généralement, moi, je m'aide du percuteur. Vous voyez, vous le mettez dedans. Vous appuyez un peu. Hop. Et il vous aide à l'enfoncer juste assez pour pouvoir mordre un peu de filet. Hop, voilà. Là, vous le tirez. Vous le redévissez. Vous mettez votre percuteur. Vous mettez son ressort. Vous revissez le bouchon. Et là, il y a une intelligence. Ce bouton de verrouillage empêche uniquement le dévissage et pas le vissage, qui est super malin parce que c'était pas très usité ce genre de truc à l'époque. Vous voyez, là je passe le cran de verrouillage de nombreuses fois, mais je peux quand même visser. Alors que dans l'autre sens, vous voyez, je suis encore pas au bout, mais je peux déjà plus dévisser. Quand vous pouvez plus visser, eh ben, vous revenez en arrière jusque dans le cran et vous êtes bon. Ensuite, vous le désarmez, vous remettez le canon à sa place. Hop, vous poussez jusqu'à ce que ça veuille bien rentrer. Vous remettez la clavette. Un coup juste pour la vérif. Une percussion. Et on est bon. Bon, et comme je viens de dire qu'il faut pas gâcher, bah justement on va tirer. On arme. Bloque la culasse en arrière, sinon mon doigt va vraiment pas apprécier. Vu la force du ressort de rappel, je vais pas jouer à ça. J'ai l'intention de pouvoir encore me gratter le cul une fois de temps en temps. Quelle indignité. On va y aller exceptionnellement à l'arrêtoir de culasse, qui est une pièce d'urgence, je vous rappelle, mais il est là, il est juste sur le côté là. C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? When I see you again. Je meurs, c'est quoi cette option débile? Bon, alors manifestement, il y a un moyen de vider le magasin intégré grâce à l'arrêtoir de culasse. Je savais pas du tout. Promis, c'était pas fait exprès ça. Oh putain. Oh merde. Putain, je me suis fait chier la tub. Ah ouais, on peut faire ça vraiment? Ah bah oui. Bah, c'est bien, j'apprends quelque chose. D'accord, donc c'est ce qu'il faut pas faire quoi, vous êtes en train de me dire. C'est bien ça. Je sens que ça va faire un des plans ralentis les plus épiques de mon existence, de ma carrière. Alors, let's go. Essayons à une main. Parce que j'aime bien. Damn. Ah, petit incident. Ouf. Le recul est vraiment ultra sympa. C'est pratique, je peux tenir le machin un peu comme si c'était un lampadaire, tu sais. Clic, 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 clic. Jour, nuit, jour, nuit. Ta gueule. Bref. À gauche, je suis pas confiant. Waouh. Je me suis un peu fait surprendre. Faisons un petit peu de réaction. Gorlomi. 3, 2, 1, vive les Autrichiens! Oh, le temps de réaction. Ah, putain, pourquoi? Il manque peut-être un petit peu de lubrification. Je vais pas vous mentir. Ce truc est vraiment excellent. J'adore. C'est vraiment un des pistolets avec comment dire, le cycle le plus bizarroïde, mais oh, qu'est-ce que c'est agréable. T'exagères pas un peu là? Non. J'allais nuancer mes propos, mais non.
Juste non, je garde ma joie et mon enthousiasme, ce truc est marrant, il est authentiquement rigolo. Et non, c'est pas du cinéma, bordel de cul. Laissez-moi avoir de la tension artérielle, s'il vous plaît, merde. Donc non, ce machin est excellent. Ouais, la queue de détente est... bon... Mais à lui, je lui pardonne. Les ressorts sont restés particulièrement fermes, peut-être même un peu trop. Les ajustages sont parfaits, y a rien qui branle. Et pour une culasse contenue dans un boîtier, c'est plutôt rare. Même le noble C96 a tendance à claquer des dents, une fois de temps en temps. Bon, du coup, faisons un petit méton. Et du coup, comparons le prédécesseur, le Razgasser, que nous avions déjà mis dans une situation tout à fait analogue, mais on va recommencer, parce que déjà vous l'aurez en HD, et ça fait plaisir. Et puis ensuite, parce que moi, j'aime bien tirer avec. Donc, mettons qu'un malandrin décide d'aller emmerder l'impératrice, sa majesté impériale et royale, pendant la nuit. Je suis un petit garde doté de sa hallebarde, certes, mais de son Razgasser, et on m'a dit que dans la nuit, on allait me changer mon armement. J'ai enfin le droit à la relève. Du coup, j'en profite un petit peu. Il y a une espèce de fifrelin là qui s'approche un petit peu trop de la porte. Guten Morgen, fifrelin, don't touch the porte. Ok. The fifrelin is tot. Ah, vraiment, merci, monsieur le chambellan royal et impérial. Je suis très content d'avoir mon nouveau Rothsteyer, n'est-ce pas? Du coup, mon fifrelin, là, il a sans doute un pote qui vient aussi pour emmerder sa majesté royale et impériale, l'impératrice. Ah, mon Dieu, la porte de l'impératrice est ouverte! Ah! C'est peut-être plus rapide, mais c'est peut-être moins aisé aussi. La remise en batterie, bon, je lui ai mis 2 balles dans le front au fifrelin, soyons clairs. C'est relativement bien, mais... Bon, déjà, tu as cyclé. Merci beaucoup. C'est fort aimable. Franchement, t'es bien, hein. Il est bien, ce machin. Il est bien, je vous dis, il est bien. Je dis bien, je m'amuse. Qu'est-ce que je m'amuse. Ça se voit, peut-être. Peut-être que ça se voit, que je m'amuse, mais non, vraiment. Il en sera fait 97 547 militaires, dont le mien et quelques centaines de civils, soit, grosso modo, une centaine de milliers d'armes. De 1907 à 1914. À part les Austro-Hongrois, malheureusement, personne s'en servira, puisqu'il a échoué à passer à peu près toutes les commissions militaires auxquelles il a été présenté. Il s'est planté 3 fois au Royaume-Uni, 1902, 1903, 1909, si je me souviens bien, et une fois aux États-Unis en 1911. Devinez ce qu'ils ont pris la place. Comme vous le savez, parce que ça fait genre 73 fois que je vous le dis, j'adore les accessoires. Mais là, je ne suis que tristesse. 2 semaines à chercher et tout ce que j'ai pu trouver, c'est l'étui, la lame chargeur et la dragonne. L'étui en cuir, dont voici une copie parce que les originaux sont non seulement introuvables, mais impayables aussi, ce qui est quand même un double exploit, sont tous dotés d'une pochette principale pour le rangement de l'arme et d'une pochette secondaire. Au départ, cette pochette, elle était toute petite et elle permettait l'emport de lame chargeur. Et puis par la suite, la transition entre le Rothsteyer et le Steyr-Hahn, qu'on verra peut-être un jour, a donné des pochettes beaucoup plus larges destinées carrément à coller des paquets de munitions, et du coup le 07 bénéficiera des deux. C'est pour ça que celui-ci, par exemple, il est présenté avec une large pochette. Les lames chargeurs, en acier, avec un poussoir qui coulisse tout le long de la lame, et sur ce poussoir, il y a un gros emplacement pour le pouce. Introuvable, et si trouvable, impayable. Quand tu vois que les très vulgaires copies en impression 3D valent déjà 15 balles, putain, 15 balles, et pile-moi l'arrêt, ouais, tu te dis que les originales, bon. Et puis quand même, enfin, la dragonne. Comme vous pouvez le voir, que ce soit Rothsteyer ou Steyr-Hahn, les anneaux de dragonne sont plats et larges. Et c'est pas un hasard, parce que leur dragonne était également plate et large. À peu de choses près, ce sont exactement les mêmes que les sabres et les baïonnettes. Y a pas à dire, les Autrichiens, non seulement ils aimaient le clinquant, mais je crois qu'ils aimaient vraiment beaucoup les dragons, hein. Non, parce que comparé à notre dragonne de 1873 nationale, là, on est sur le niveau Chanel, Dior ou tout ce que tu veux, hein. Allez, c'est reparti pour un petit peu de tir, faisons-nous plaisir quand même, parce que, on mérite, on a le droit, on a eu une dure semaine, tout ça. Il faut que je fasse mon foie gras en rentrant. Attention, c'est parti. Ah merde.
Qu'est-ce qu'il s'est pété la gueule, là, exactement? Il a un petit problème à extraire. Mon Rothsteier, mais bon, déjà, il marche, hein, on va pas se plaindre. Ah merde, mon Rothsteier, c'est devenu un monocoup, et... Merde. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est peut-être la mune qui est un petit peu pérave. C'est de la Fiocchi et pas de première fraîcheur, donc il y a de grandes chances que ce soit plutôt la mune, vous voyez. Alors, truc quand même marrant sur le Rothsteier, il y a un busque, vous voyez, il est là. Alors, il est tout petit, mais, eh ben, il te dit bien où ta main doit être. La prise en main est bien. Peut-être que... Ok, peut-être que côté fort à droite, c'est un petit peu carré. Bon, mais ça reste une arme de cavalerie, hein. Si elle a un pontet aussi énorme, c'est parce que c'est fait pour des gants. Si elle a une poignée aussi énorme, c'est parce que c'est fait pour des gants. Y a pas de fumée sans feu non plus. Voilà, faut aussi la remettre dans son contexte, cette arme. Elle est bien. Et à tirer, c'est tellement fun. En plus, le 8-19 Roth, c'est un calibre rigolo. C'est un peu un... C'est un 7,65 Browning aux hormones. Attention, reprenons les 3 munes qui nous manquent. Allez, vas-y, fonctionne. Ou pas. Peut-être que si je le laisse plus saler... Ah bah oui. Ah bah non. Mais c'est pas grave, il a fonctionné 2 coups, c'est tout ce que je lui demandais. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Arme vide. Attendez, bougez pas, je vais aller chercher de quoi mesurer le poids de la queue de détente. À mon avis, ça doit être délirant. Alors, donc, arme parfaitement vide, je répète encore une fois. Je suis pas sûr que ce peson-là soit assez violent pour... Non, déjà, à 3,6, on la fait même pas bouger. Donnez-moi quelques secondes, je vais aller voir le peson fixe et je vous dirai... One operation later. 6,68 kg. What? C'est très lourd. C'est 6 fois plus lourd que le flingue. Bon, pas grave, c'est comme ça. J'ai des douilles partout et mes douilles sont explosées, c'est très dommage, j'aurais bien voulu les recharger, mais en fait non. Le Rothsteier 1907, né la même année que la dernière grande victoire de l'Empire, l'annexion de la Bosnie-Herzégovine pour ceux qui savent pas, accompagnera ce vieil empire jusqu'au tombeau, sous 2 empereurs aussi inconscients des dangers ambiants l'un que l'autre. Il fera toute la Première Guerre mondiale en combinaison avec le Frommer, que j'adorerais vous montrer, j'adore ce flingue, en combinaison également avec le Steyr-Hahn, mais aussi en combinaison avec de très nombreuses armes personnelles. Parce que oui, il y en avait pas assez des Rothsteier, pas plus que des Steyr-Hahn ou des Frommer d'ailleurs, hein. Ce qui explique pourquoi celui-ci n'a jamais vraiment été remplacé par les 2 autres. Après le démembrement de l'Empire austro-hongrois, il sera réutilisé par les Autrichiens, les Hongrois et les Yougoslaves. Et il connaîtra même la Seconde Guerre mondiale, dans leurs mains et dans celles des Italiens d'ailleurs, qui en avaient reçu au titre des réparations de guerre. Jusqu'à 1941 avec certitude, mais vous m'enlèverez pas de la tête qu'il a duré beaucoup plus longtemps. Tout ça pour dire... Je l'aime aussi. Bref, les armes autrichiennes, faut quand même admettre, c'est assez formidable et qu'est-ce que ça me plaît. Non, pas toi! Couchez! Sale bête. Bref, j'espère que ce Rothsteier vous aura beaucoup plu, parce qu'à moi il me plaît beaucoup, et j'espère que j'ai pu vous communiquer cet enthousiasme. Merci à tous d'être aussi curieux et de m'accompagner depuis longtemps, pour certains, des années même. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs qui aident beaucoup la chaîne. Je vous dis à très bientôt, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao! Pour l'anecdote, fils du non moins génial Sylvestre... Mais... J'ai cassé mon casque. Bon, et ben voici un autre casque que je peux désormais... jeter à la poubelle. Trop classe. Bon, je vais rechercher un casque et je reviens. Hello, darkness, my old friend... Vous remarquez que c'est en HD? Oh, et que j'ai une nouvelle DA. Oui, c'est un rideau, mais c'est pas grave. Voilà. Salut. C'était bien.